Nous, en tant que société, devenons plus sains ou plus malades. Nous déclinons très rapidement, surtout en Amérique. C'est le summum du pire. En y réfléchissant, c'est vraiment affreux. Comment créer de la santé en mangeant quelque chose de mort? C'est impossible. L'idée de santé la plus acceptée par le grand public, qui est probablement la plus dommageable. Aucun aliment n'est mauvais s'il correspond à vos macronutriments. Il n'y a pas de mauvais aliments tant que vous mangez dans... La modération est une bonne chose. Il ne faut pas avoir honte de manger. Certaines des conneries que vous voyez sur les réseaux sociaux doivent vous faire vous demander, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à la société? La clé va être d'éduquer les gens. Et puis, comme vous vous sentez mieux. Donc, il va être vraiment difficile pour quiconque de vous faire changer d'avis sur ces aliments et de vous ramener à la malbouffe. Parce que vous savez, vous avez la connaissance. Docteur Eric Berg, merci d'être venu. Je suis ravi de discuter avec vous. Je pense que la façon dont je veux commencer ceci est une question très large, une question très ouverte, comme tous les bons podcasteurs sont connus pour poser. Pensez-vous que nous, en tant que société, devenons plus sains ou plus malades? Nous allons vers le bas, nous descendons très vite, surtout en Amérique, c'est le pire du pire. Vous pouvez regarder les tendances, les maladies cardiaques, le cancer, l'auto-immunité dépasse maintenant à la fois les maladies cardiaques et le cancer. Donc nous allons vers le bas. Très vite, accéléré. Et donc? D'accord, c'est évidemment très très sombre et pessimiste. Qu'est-ce que vous pensez, vous savez, est la plus grande cause de notre déclin si rapide? Avec du recul, il semble que malgré l'accès à plus de technologies, nous ne sommes pas forcément plus savants. L'information a été vraiment démocratisée en termes de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de bruit là-bas. Donc, cela pourrait être déroutant. Vous pouvez également aborder ce sujet, mais quels sont les plus grands facteurs ou leviers qui nous poussent dans la mauvaise direction en termes de santé, de bien-être, de régime, de nutrition, tout cela? Oui, et je pense que tout le système est récompensé pour traiter la maladie, n'est-ce pas? Nous ne créons pas la santé, ni ne traitons les symptômes. Vous consultez un médecin seulement si vous avez un symptôme. Et donc, vous avez cela, vous avez une combinaison de beaucoup d'argent à gagner dans les médicaments, la nourriture, les produits chimiques. Et donc, si nous regardons juste les États-Unis, nous dépensons plus en soins de santé que n'importe quel autre endroit dans le monde. Pourtant, nous avons les pires statistiques. Donc, jeter plus d'argent dessus, cela n'a tout simplement pas fonctionné parce que c'est comme plus de médicaments, n'est-ce pas? Donc, comme mon voisin, par exemple, je vis dans une petite ville de 400 habitants. Et donc, il y a des gens dans le pays ici qui ont simplement, vous savez, une très faible conscience de ce qu'il faut manger et des choses comme ça. Donc, cette fille, elle était à 36 ans. Elle prend 12 médicaments différents et elle est juste comme handicapée. Et comme ils continuent à lui donner un autre médicament, n'est-ce pas? Le problème réside dans le système qui n'est pas axé sur la création de la santé, mais sur le traitement de la maladie et des symptômes. C'est donc un peu là que tout le monde est coincé. Alors, ce que nous faisons en tant que chose positive est où j'ai changé mon objectif cette année pour vraiment revenir à cet élément de base qui est l'introduction de vrais aliments dans la vie de la personne moyenne. Donc, j'ai pris une famille. Pour commencer, j'ai filmé toute la chose. Je suis allé à la maison, j'ai passé en revue leurs courses. J'ai vu ce qu'ils mangent dans leur garde-manger et leur réfrigérateur. J'ai donc fait une brève introduction sur les bases et la nourriture et comment lire l'étiquette. Et ensuite, nous sommes allés à l'épicerie et nous avons remplacé leurs aliments par des aliments plus sains. Et j'étais littéralement choqué qu'ils n'aient jamais lu ou même regardé l'étiquette, qu'ils achètent juste de la nourriture. Donc, nous avons fait toute une chose et c'était vraiment bien parce que désormais, ils vont regarder les étiquettes et identifier les facteurs clés dans ces aliments qu'ils doivent éviter. Et je l'ai rendu vraiment simple. Mais je pense que ce que je veux faire, c'est le faire à une plus grande échelle. Donc, nous faisons toute une campagne sur le simple fait de pousser les gens à manger de la vraie nourriture. Et ce n'est pas nécessairement un régime, mais ils ont aussi la prise de conscience que, vous savez, les aliments ultra transformés ou la malbouffe ne sont même pas de la nourriture, selon la définition de la nourriture. Donc,
C'était une grande prise de conscience pour eux. C'est tellement intéressant parce que même vous avez dit comme, vous savez, dans une ville rurale, les gens ne sont pas aussi concentrés sur ce qu'ils mangent, mais je ne pense même pas je ne pense pas que cela importe où vous vivez. Je pense que tout le monde, surtout aux États-Unis, je pense que la nourriture est pour un petit pourcentage de la population, peut-être que c'est une priorité de manger plus sainement et de mieux manger, mais ensuite c'est très cher, où il y a une perception que c'est très cher et on a l'impression que c'est très cher. Et même lorsque vous essayez de manger plus sainement, et peut-être que si vous allez dans un restaurant, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans la nourriture, et puis il y a comme l'idée commune que vous entendez beaucoup. Eh bien, vous savez, quand je vais en Europe, il semble que je perds du poids et mange n'importe quoi. Quand je mange n'importe quoi aux États-Unis, même en essayant d'être en bonne santé, je me sens gonflé et pas très bien. Alors, est-ce aussi simple que d'obtenir les bons aliments à l'épicerie ou y a-t-il quelque chose de plus dont nous devons être conscients? Lorsque vous parlez d'aliments ultra transformés, vous faites référence aux chips, à la malbouffe et à d'autres produits similaires qui sont très classiquement ultra transformés, n'est-ce pas? Je crois que la plupart penseraient que ce n'est pas génial, mais une consommation occasionnelle ne me tuera pas. Mais y a-t-il d'autres, peut-être plus, types d'aliments que nous ne considérons pas immédiatement comme ultra transformés, que nous mangeons au quotidien, qui nous font nous sentir comme des déchets ou affectent notre santé, bien-être, maladie, peu importe, dont nous ne sommes pas aussi conscients? Vous avez mentionné plusieurs points. Commençons par le coût. Quel est le prix? Pour ça, est-ce moins cher d'acheter du pain blanc, par exemple? Eh bien, pensez au coût de votre santé à long terme, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est tellement moins cher d'investir dans votre véritable assurance, qui est une bonne nourriture, n'est-ce pas? Parce que si vous mangez cette malbouffe, vous pourriez économiser un peu au début, pas beaucoup, mais vous êtes dans la douleur. Vous payez pour votre santé et votre vitalité et votre plaisir et une bonne santé. Donc, si nous regardons juste le mot aliment ultra transformé, la définition de processus signifie enlever. Donc, nous avons cette nourriture transformée. Ils enlèvent des choses, ils enlèvent des fibres, nutrition, vitamines, minéraux, antioxydants. Ils retirent l'eau et absolument tout. Et ils pourraient commencer avec du maïs et ensuite ils doivent le transformer de manière ultra, ce qui signifie enlever sévèrement des choses, n'est-ce pas? Au point où ils doivent le pressuriser, le manger à des températures élevées. Ils doivent le décolorer, le désodoriser, prendre des solvants et extraire certaines choses. Il ne vous reste plus que ce petit peu de poudre, n'est-ce pas? C'est comme un amidon alimentaire modifié, quelque chose comme ça, ou peut-être du sirop de glucose, n'est-ce pas? Ou peut-être des huiles de graines. Ce sont les trois choses, des amidons, des sucres et des huiles. Laissez-moi vous demander, mangeriez-vous vraiment cela tel quel? Non. Bien sûr que non, nous devons le colorer. Nous devons y ajouter du goût et des exhausteurs, améliorer la texture par rapport à la poudre, puis la préserver. Nous le mettons ensuite dans ces jolies petites boîtes, des boîtes de céréales, et nous pouvons alors le manger. Mais lorsque vous mangez des aliments ultra transformés, vous mangez quelque chose qui est tellement loin sur l'échelle de la vie zéro. Il n'y a plus de vie dans la nourriture. Donc, la définition du mot nourriture est ce qui est manger pour soutenir la vie, fournir de l'énergie et favoriser la croissance et la réparation des tissus. Cela ne correspond pas à la définition. Comment pourrait-on créer de la santé en mangeant quelque chose de mort? C'est impossible. Donc, je pense que ce qui se passe est que nous survivons tout juste. Nous fonctionnons à l'adrénaline parce que lorsque vous n'avez pas assez d'énergie, votre corps commence à fonctionner à l'adrénaline. Donc, vous avez toutes ces personnes qui sont, elles pourraient, vous savez, avoir leurs symptômes gérés par des médicaments, mais elles ne sont pas en bonne santé à l'intérieur. Et donc, elles font face et il est devenu normal de manger ces aliments de mauvaise qualité. Mais ce qui est intéressant à ce sujet, je suis normalisé pour me sentir comme une ordure aussi, et puis vous êtes juste, ouais, d'accord, vous vieillissez comme en ce moment, je viens de fêter mes 59 ans, d'accord, donc sérieusement, ouais, et donc je suis en train de grimper des montagnes, ou je cours des montagnes, en ce moment c'est ce que je fais, et donc l'autre jour, j'avais des gens chez moi et
ils sont tous plus jeunes que moi, ouais, et personne n'était intéressé à courir la montagne. Donc je les ai courus et ils prenaient des photos. Je suis comme, mon Dieu, allez, on y va. Ils sont comme, non, je ne peux pas faire ça. Donc je pense que c'est devenu normal qu'en vieillissant, vous savez, nous devons bouger moins et toutes ces autres conneries, mais ce n'est pas vrai. Donc ouais, je pense, vous savez, il y a beaucoup à déballer sur ce sujet, mais je vais vous laisser me guider ce que vous voulez savoir à ce sujet, mais... Eh bien, ouais, c'est vrai, non, j'allais dire, l'autre élément que je viens de mentionner était que je veux juste cadrer ou peut-être juste rendre les gens conscients des choses qui ne sont pas ultra transformées, mais qui sont toujours très, très négatives et impactantes sur votre santé, qui sont probablement un peu plus sous le radar parce que bien sûr, ultra transformées, et je veux parler des choses que cela fait aux choses que ces types d'aliments font à votre corps. Mais quelles sont les choses sous le radar dont nous devons être conscients que peut-être nous ne le sommes pas? Mais si vous cherchez de la malbouffe, il y a cette énorme narrative. Les gens parlent de graisse saturée, de sel et de sucre, alors qu'en fait, vous ne trouvez pas beaucoup de graisse saturée dans la malbouffe. C'est de la graisse insaturée. Et c'est intéressant pour les huiles de graines. Maintenant, et les gens ont tendance à considérer comme un hamburger ultra transformé seulement parce qu'il est associé aux frites et au soda, mais un burger sur viande n'est pas nécessairement un aliment ultra transformé, le pain lait, mais pas la viande. Donc, il y a certainement eu ce grand mouvement pour éloigner les gens de tout ce qui est à base de viande pour aller vers le végétal. Et il y a toute une raison à cela que je ne vais pas aborder, mais je pense qu'une des grandes omissions dont personne ne parle, ils parlent de sucre, parlent de sel, parlent de graisse, mais qu'en est-il des amidons? Je parle d'amidon synthétique, car si vous regardez n'importe quelle étiquette, les ingrédients sur n'importe quel aliment de malbouffe, il y a quelques ingrédients qui sont les amidons. Il ne s'agit pas de pommes de terre, mais d'amidon alimentaire modifié, d'amidon de maïs modifié et de maltodextrine. Les gens ne savent même pas ce que c'est, mais ce sont les poudres qui proviennent du maïs et de choses similaires qui sont littéralement bien pires que le sucre. Même sur l'indice glycémique, la maltodextrine est bien placée, juste à côté du sucre. Alors les gens pensent « Oh, je mange cette chose, il n'y a pas de sucre, mais c'est bien. » Mais oui, regardez la quantité d'amidon. En fait, je vais faire une vidéo demain pour vous montrer 2 étiquettes. Je vais seulement vous montrer les informations nutritionnelles pour déterminer lequel est le plus sain, sans révéler les ingrédients. Et la plupart des gens, quand j'ai fait ça, choisissent celui de droite, qui est Doritos contre un avocat. Les informations nutritionnelles sont limitées car elles ne concernent que les graisses, les glucides et les sucres, ce qui ne fournit pas une image complète. Vous devez oublier cela et regarder les ingrédients. C'est la chose importante. Et ensuite, quand vous allez au-delà des calories et des nutriments, parce que vous venez de mentionner les macronutriments, et bien sûr, vous manquez aussi les micronutriments, si vous mangez tout ce ultra-processus qui est vraiment ce qui est enlevé, quelles sont certaines des implications à long terme sur la santé, le métabolisme, peut-être les hormones, l'auto-immunité, la régulation de l'appétit, tout ce qui se dérègle quand vous mangez des ordures. Il n'y a rien d'autre que cela. Et plus causatif pour la maladie que la nourriture ultra transformée. Je ne sais pas si vous pouvez penser à quelque chose. Je veux dire, oui, vous avez des gens qui attrapent des infections, de la toxicité dans l'environnement, des conservateurs, des colorants. Tout ça ne se compare même pas au sucre synthétique raffiné, aux amidons synthétiques raffinés et aux huiles de graines. C'est donc comme le fond du baril. C'est le genre de choses qui raccourcit votre vie, augmente votre risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, de conditions inflammatoires, d'auto-immunes, surtout que la plupart de ces problèmes commencent dans l'intestin. Donc, il vous implique de manger quelque chose qui finit par aller dans l'intestin et créer des trous et des problèmes. Donc, oui, vous allez chez le médecin. Ce qui manque vraiment, c'est l'évaluation sur les aliments. Il ne se concentre pas sur des choses comme ce que vous mangez. Il ne pose jamais cette question. Ce n'est pas une partie de l'équation, mais c'est la chose qui est à la racine de la plupart de ces problèmes. Pourtant, oui, les gens disent « Oh, il suffit de mieux manger et de tout manger avec modération. Vraiment, cela va-t-il aider? »
Nous avons essayé, ça ne fonctionne pas. Donc oui, je pense qu'il s'agit d'identifier la simplicité de ce qu'il faut éviter, ces 3 choses, et puis les autres choses sont moins importantes. Mais si vous pouvez simplement les éliminer de votre alimentation, vous commencerez instantanément à vous sentir beaucoup mieux. Et sans avoir à attendre longtemps, car cela aura le plus grand impact si vous faites cela. Donc nous avons, vous savez, les huiles de graines sont en fait très inflammatoires. Ils peuvent s'infiltrer dans vos membranes cellulaires et votre cerveau et votre système nerveux et les cellules graisseuses pendant littéralement environ 2 ans et demi. Donc ça reste coincé là-dedans. Et nous sommes passés des graisses saturées aux huiles de graines insaturées il y a quelques décennies. Et c'est vraiment une sorte de coïncidence quotidienne. Donc les choses ont commencé à se dégrader. Donc c'est un énorme facteur, les huiles de graines. Et c'est dans votre vinaigrette, c'est dans tous les aliments ultra transformés, c'est dans tous quand vous allez au restaurant. Essayez de trouver un aliment sans les huiles de graines. Chaque restaurant a cette sauce soja. Huile de maïs, huile de colza, c'est ce qu'ils mettent dedans pour cuisiner. Ils utilisent ça pour cuisiner n'importe quoi. Donc maintenant, c'est mon point. Donc ce n'est même pas juste les Doritos. Maintenant, c'est comme si vous mangiez vos légumes ou votre steak ou quoi que ce soit d'autre du restaurant et c'est délicieux. Et je suis sûr qu'il y a probablement certains d'entre vous qui ont probablement une idée de savoir si ces types d'huile ou d'aliments ultra transformés pourraient même être addictifs à un certain degré. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui les rend chimiquement excitants pour le cerveau, mais même les aliments dits sains que vous essayez d'obtenir dans un restaurant ne sont pas bons s'ils contiennent cette merde. Oui, je pense que ce que je dois faire maintenant, c'est faire une vidéo sur quoi manger au restaurant parce que je ne pense pas que les gens aiment maintenant aller au restaurant. Que commandez-vous? Comment savez-vous quoi éviter? C'est sur quoi je me concentre sur l'épicerie. En ce moment, mais je vais me déplacer vers... Et aussi, je veux que les restaurants commencent. Comme il y a quelques restaurants au Texas qui sont comme pas d'huile de graines, je suis comme super. Ce serait génial. Je ne sais pas quand tu as grandi, mais je sais que dans les années 70, quand j'ai grandi, je n'ai pas vu beaucoup de personnes en surpoids et nous avons mangé beaucoup de malbouffe. Mais nous n'avions pas autant d'huile de graines à l'époque, comme cela s'est produit un peu plus tard. Et donc, c'est intéressant parce que je me souviens, nous avions c'est comme, waouh, il y a à peine des enfants en surpoids. Mais maintenant, donc, c'est bien. Maintenant, c'est vraiment mauvais. Pensez-vous qu'il y a... j'ai mentionné avant que les gens ont l'impression que lorsqu'ils vont en Europe, ils se sentent plus en santé. Avez-vous examiné la réglementation en termes de ce qui est mis dans la nourriture? Y a-t-il une science derrière cela ou une raison derrière cela? Ou est-ce simplement parce que vous vous promenez, vous savez que vous vous promenez à Rome pendant environ 8 heures par jour et ensuite vous avez ce biais que vous perdez réellement du poids alors que vous faites simplement beaucoup plus d'activités? Y a-t-il une vraie raison alimentaire? Ouais, je suis allé, c'est ce qui m'a inspiré. J'ai été en Europe, Rome, j'ai été en Italie et j'ai été en France et d'autres pays et je suis comme waouh. Pourquoi je ne gonfle pas? Pourquoi je me sens tellement mieux malgré le fait que je mange certaines des mauvaises choses? Eh bien, il y a quelques raisons à cela. Tout d'abord, les ingrédients sont très très différents. Et ils n'utilisent pas autant d'huile de graines, ils frient même avec de l'huile d'olive. Si vous allez dans un restaurant, ils sont vraiment fiers de leur plat traditionnel. Ils se procurent de la nourriture de la ferme, oui, de certaines fermes d'où ils obtiennent leurs fruits. Et donc toute l'agriculture dans le fromage. Et ils aiment, ici nous avons de l'artisanat. Je pense qu'ils ont breveté ou quelque chose, ou déposé la marque de fromage parmesan là-bas. Ils ont un petit différent, c'est le véritable fromage parmesan qui est complètement authentique ici. C'est comme s'il était dégradé, le blé là-bas est aussi différent et ils ferment aussi le pain. Ici, nous fermentons à peine le fenouil pendant 1 heure ou 2, ou peut-être même une journée, mais là-bas, c'est pendant quelques jours. Donc maintenant, nous avons quelque chose qui est plus facile à digérer. Ils n'ont pas non plus autant d'enrichissement, comme la forte fortification en fer. Donc, quand vous mangez de la nourriture ici, vous avez l'impression qu'il y a une pierre dans votre estomac.
Donc, c'est définitivement, il y a beaucoup de choses, même en France, ils ont beaucoup de recettes différentes que vous mangez, une nourriture de bien meilleure qualité. C'est donc l'une des choses que je veux vraiment soutenir le petit agriculteur en Amérique afin que les gens puissent trouver de la nourriture auprès de leurs agriculteurs locaux qui peuvent se rapprocher de la qualité que vous obtiendriez en Europe. En Europe, c'est nettement mieux avec du lait cru et du fromage, contrairement à l'Amérique où c'est difficile, voire impossible d'en trouver. Le fromage au lait cru est donc très sain. Et vous savez, même comme vous achetez du fromage de chèvres qui sont sur un sommet de montagne en France, comme mangez simplement ce fromage, voyez simplement combien vous vous sentez bien. C'est tellement différent d'ici. Tu sais, tu voulais dire qu'une grande partie de la conversation tourne autour de l'huile de graine. Je suppose que la première question serait: est-ce simplement une raison commerciale pour laquelle c'est le type d'huile le plus viable ou le plus couramment utilisé pour beaucoup de ces types d'aliments? Y a-t-il une raison pour laquelle nous n'utiliserions pas plus d'huile, je suppose saine, ou est-ce que je suppose que je suis juste confus quant à pourquoi nous sommes descendus dans ce terrier de lapin et nous sommes coincés ici? C'est essentiellement, la raison pour laquelle ils le font est de diminuer ou augmenter la durée de conservation. Parce que si vous raffinez, vous enlevez des enzymes, vous enlevez des choses de là, vous le conservez, donc il peut rester plus longtemps sur l'étagère. Si vous allez au magasin Dollar General en Amérique, vous trouverez beaucoup de nourriture qui a été assise sur l'étagère pendant des mois et des mois et des mois. Alors, pouvez-vous imaginer à quel point il serait coûteux d'avoir de la vraie nourriture que vous devez remplacer chaque semaine, n'est-ce pas, parce qu'elle se gâte? Donc, financièrement, il est beaucoup plus logique de conserver la nourriture et de pouvoir la garder sur l'étagère, dans une boîte, quelque chose comme ça. Donc, financièrement, et l'autre chose qui est, certaines de ces entreprises sont récompensées parce qu'elles sont subventionnées par le gouvernement, qui est en fait vous. Donc, vous payez à l'avance parce que, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 1,6 trillion de subventions. Donc, le maïs, le soja, le blé, le sucre, la betterave, le sucre de betterave. Et donc ici, nous, les contribuables, nous payons les agriculteurs pour cultiver cela, obtenez-le à un tarif si bon marché que ces entreprises le transforment ensuite en malbouffe et ensuite nous l'achetons une deuxième fois et ensuite nous payons une troisième fois chez le médecin parce que fondamentalement, beaucoup de maladies là-bas ne sont que des effets secondaires de la nourriture ultra transformée, pas tout, mais beaucoup. Et donc, il y a une énorme incitation avec ce système de rester dans ce domaine de la nourriture transformée. Et vous savez, il faudra beaucoup pour changer cette idée entière parce que le marché est mis en place et c'est juste comme... Incroyablement rentable. Ouais, j'allais dire, si le marché le soutient, c'est difficile de déplacer un consommateur. Cependant, si vous pouvez obtenir quelqu'un, donc, comme cette famille que vous avez mentionner où vous les emmenez faire du shopping, vous leur montrez comment regarder ce qui est dans un produit réel ou quelle est la composition réelle des ingrédients et ils changent leurs habitudes alimentaires. Si vous pouvez mettre quelqu'un sur un chemin où je pense qu'il commence immédiatement à se sentir mieux, je pense que c'est probablement le chemin le plus rapide pour changer une habitude. S'ils se sentent mal, par exemple, quand j'élimine le gluten, même si je ne suis pas intolérant, si je l'élimine et que je commence un régime faible en glucides ou même cétogène, je me sens cognitivement mieux, je me sens plus vif, j'ai plus d'énergie, je me sens plus équilibré, je n'ai pas de pic et de vallée. Je sais que d'un point de vue scientifique, je sais que mon glucose est plus régulé, je n'ai pas un énorme pic, puis un crash après avoir mangé un gros repas, donc je ne m'endors pas à mon bureau vers 4 heures. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'aime incorporer un mode de vie faible en glucides et c'est comme, oui, tu as l'air bien. D'accord, c'est cool, la nourriture ne me dérange pas. Mais ensuite, vous vous sentez mieux. Donc si vous étiez, et c'est juste, bon, vous savez, mon expérience personnelle, mais si vous alliez parler à cette famille et que vous dites, regardez, c'est le seul changement que je veux que vous fassiez parce que je veux que vous soyez accro à un meilleur style de vie. Quel est ce changement majeur qui produira cette boucle de rétroaction positive immédiate où ils se disent, oui, je comprends, je le ressens dès la première semaine.
Vous savez, je suis dans ce domaine depuis 30 ans, ou même plus longtemps que cela, et même en pratique, vous ne pouvez pas simplement dire aux gens de changer leur régime alimentaire. Ils ont besoin de savoir pourquoi. Donc, vous savez, je passe un peu de temps à leur expliquer ce qui se passe dans le corps lorsqu'ils mangent de la vraie nourriture par rapport à la fausse nourriture. Donc, c'est une partie, c'est l'éducation. Et ensuite, la deuxième est de faire une plongée profonde, transparente dans l'origine de la vraie nourriture et d'où vient la fausse nourriture. Parce que vous aimez certaines nourritures, hein, vous ne pouvez pas savoir d'où elles viennent. Vous ne savez pas d'où ça vient. Comme essayez d'aller chez Tyson's Chicken où ils ont les grands bâtiments et voyez si vous pouvez faire une visite pour voir votre poulet que vous allez manger. Vous ne pouvez pas, c'est privé. Ils ne veulent pas que vous sachiez ou que vous ayez déjà vu l'usine où ils fabriquent de la multidextrine ou de l'amidon alimentaire modifié. Vous ne pouvez pas savoir ça. J'ai engagé un scientifique alimentaire qui travaillait dans ce domaine et j'ai eu un petit aperçu de tout ce monde. C'est super secret. Je ne veux pas que les gens sachent. C'est comme waouh, fou. Donc, vous savez, ils ont des photos de ces merveilleux, vous savez, poulets qui sont en liberté. C'est tout naturel. Et puis, je parie que ce n'est probablement pas. Ce qui se passe vraiment, non, c'est juste la campagne marketing. Quand vous pensez à, d'accord, donc il y a l'éducation, mais en allant un peu plus loin, donc parlez-moi de la métabolomique. Qu'est-ce que la métabolomique? Je veux comprendre en quelque sorte à partir de, à un niveau plus profond, donc de ce que j'ai compris. Et écoutez, c'est moi qui ai fait des recherches avant ce podcast. Ce n'est pas moi qui suis un expert en la matière en aucun cas. Mais c'est juste pour vous aider à comprendre comment vous réagissez. Et est-ce que c'est à un niveau biologique? Est-ce que c'est certains gènes ou acides désoxyribonucléiques? Peut-être qu'ils réagissent à différents aliments de différentes manières. Ou y a-t-il un régime alimentaire que tout le monde pourrait vraiment suivre qui serait meilleur? Certaines personnes sont-elles plus faciles? Certaines personnes, je suppose, fonctionnent-elles mieux lorsqu'elles mangent de la nourriture de mauvaise qualité? Je suis juste très curieux de savoir ce que cette sorte de science ou cette étude ou cette pratique déverrouille. La métabolomique sera la vague de l'avenir pour la médecine. Vous avez sûrement entendu parler de génomique, notamment de thérapie génique et de tests acides désoxyribonucléiques, et cela devait être la chose qui allait changer la médecine pour toujours, n'est-ce pas? Il y a environ 20 000 à 25 000 gènes. C'est beaucoup de données. Il y a beaucoup à regarder, mais cela ne vous dit potentiellement que ce qui pourrait se passer. Alors, à mesure que les choses évoluaient, et je vais sauter quelques étapes pour aller directement à la métabolomique, où vous prenez beaucoup plus d'informations à partir de votre sang ou de votre urine qui vont bien au-delà d'un simple test sanguin et qui regardent plus profondément dans votre chimie. Donc, si je pouvais regarder plus profondément dans la chimie et voir toutes les différentes étapes, alors, lors d'un test sanguin, vous examinez généralement entre 15 et 20 paramètres différents. Mais alors, quand vous obtenez la métabolomique, vous avez 3000. Donc, vous pouvez réellement obtenir une image de la dynamique de ce qui se passe à partir de la chaîne de montage de la nourriture jusqu'aux déchets et tous les différents facteurs. Donc, vous pouvez obtenir une très bonne image en temps réel de ce qui arrive à votre corps à partir de votre alimentation, votre mode de vie, votre stress, tout ensemble en temps réel. Ce qui se passe comme si nous prenons simplement les mitochondries qui sont l'usine d'énergie de la cellule. Vous avez comme 12 petites étapes là-bas, d'accord, qui vont essentiellement de la nourriture à l'énergie et chaque étape à certaines enzymes qui aident à faire ce changement chimique d'une chose à l'autre. Si vous pouvez mesurer chacune d'entre elles et voir où sont les goulots d'étranglement, vous pouvez alors voir ce qui manque. Par exemple, pour qu'une enzyme fonctionne, vous avez besoin de vitamines et de minéraux. Les gens ne réalisent pas cela, mais les vitamines et les minéraux aident réellement les enzymes à convertir une chose en une autre. Donc, je consomme un régime vraiment sain, mais ils ont découvert que j'étais sévèrement déficient en vitamine C. Je me dis, attendez une seconde, j'ai une vitamine C normale dans mon sang. Oui, mais la demande est si élevée parce que je monte des collines et donc mon corps l'absorbe.
Donc, pour pouvoir voir si vous avez suffisamment de nutriments, si tout fonctionne, c'est bien plus important de savoir ce qui se passe dans votre sang. Vous pouvez avoir une perte osseuse, de l'ostéoporose et avoir un taux de calcium normal dans le sang. Le sang n'est pas le meilleur endroit pour identifier les problèmes car le corps compensera et des choses comme ça. Je veux dire, juste aujourd'hui, nous avons fait un test métabolomique sur mon père qui est dans ses 80 et son médecin a trouvé trop de vitamine D dans son sang. Donc il a dit d'arrêter de prendre de la vitamine D, je suis désolé, de la B12. Et puis nous avons regardé son test métabolomique, il était gravement déficient en B12. Tout d'abord, lorsque vous prenez un complément de B12 et que vous allez chez le médecin pour le faire tester, il va montrer des quantités élevées dans votre sang parce que vous venez de le prendre. Le produit persistera dans votre sang environ 7 jours. Donc, pour pouvoir voir au niveau cellulaire ce qui se passe réellement, c'est très précieux. J'aurais aimé avoir cela quand j'étais en pratique, car cela élimine le mystère de ce qui se passe réellement avec votre métabolisme dans son ensemble, pas seulement la perte de poids, mais votre santé globale. Vous pouvez donc recueillir des informations incroyables et ensuite faire cela au fil du temps pour continuer à l'améliorer. Ainsi, nous n'avons pas à mettre tout le monde au même régime. Nous pouvons simplement utiliser ces tests pour nous dire de quoi ils ont plus ou moins besoin. Certaines personnes réagissent différemment à un régime donné. On ne peut pas appliquer le même régime à tous. Une chose, mon père, le grand problème avec lui, c'est qu'il manque sévèrement de protéines. Malgré une quantité normale de protéines, ses muscles se dégradent visiblement. Mais sur ses mitochondries, il y a à peine des protéines qui entrent dans ce petit circuit de rétroaction, donc c'est très précieux. Et je pense qu'à l'avenir, si un médecin pouvait utiliser cela, je veux dire, cela changerait tout, car maintenant, l'attention n'est plus sur la maladie. Vous vous concentrez sur la création de plus de santé plutôt que de traiter les symptômes avec des médicaments. Mais vous n'avez même pas regardé la cause profonde. Vous n'avez même pas abordé le régime alimentaire. Je veux dire, pourquoi voudriez-vous faire ça? Ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup de valeur dans, et vraiment, avoir les données pour nous dire ce qui se passe vraiment. Quand vous regardez, donc vous avez répondu à toutes mes questions. Il n'y a donc pas un seul régime qui résout tous les problèmes pour chaque personne qui est meilleur ou pire. C'est vraiment au niveau de la métabolomique. Déverrouille toutes les choses qui sont défectueuses dans nos corps quant à pourquoi ce que nous mangeons ne fait pas le travail qu'il est censé faire. Il y a donc une quantité massive, ouais. Au début, beaucoup ont une résistance à l'insuline, des problèmes de poids et peuvent être prédiabétiques. Et donc, bien sûr, ils ne sont pas très métaboliquement flexibles. Ils ne peuvent pas gérer le sucre. Vous devez donc les éloigner des glucides et autres aliments similaires. Vous faites cela sur une période de temps et maintenant, ils sont en bien meilleure forme. Ils peuvent gérer des glucides plus sains. Et donc, nous ne parlons pas de les mettre sur beaucoup, mais ils ont plus de flexibilité avec le temps une fois qu'ils commencent à guérir le système et en fonction de, je veux dire, pensez juste à combien il est si difficile de faire un test pour déterminer ce dont tout le monde a besoin en termes de régime, parce que vous avez aussi différents, comme vous avez des Asiatiques, vous avez des gens de différentes, vous savez, des parties du monde qui ont leur génération entière, ont vécu sur différents types de nourriture. Donc, vous ne pouvez pas, vous savez, ce qui est bon pour certaines personnes n'est pas réellement idéal pour une autre personne. Donc, vous devez regarder l'ensemble de l'image et la ligne de fond. Et si nous pouvions, puisque la plupart des maladies sont au niveau mitochondrial, si nous pouvions juste faire fonctionner cette chose, alors quoi que cette personne fait, ça va être réussi. Est-ce que, j'allais dire non, j'allais dire quelle maladie pouvez-vous en quelque sorte regarder, il y a comme un biomarqueur ou un signal d'un risque accru de quelque sorte de maladie ou problème de santé, quoi pouvez-vous chercher avec ce type de test? Vous venez de mentionner le cancer et les maladies cardiaques comme réponse. Comme c'est tout comme quand vous effectuez ces types de tests, vous voyez tous les indicateurs principaux pour tous ces types de maladies, auto-immunes, tout ça, avant qu'ils ne se produisent. Wow! Des décennies avant leur survenue. Donc vous pouvez commencer à regarder, oh wow, de grandes quantités de stress oxydatif, d'accord, inflammation, d'accord,
Donc, nous allons avoir de nombreux problèmes comme une résistance à l'insuline, des soucis avec le microbiome ou une incapacité à détoxifier. Donc, vous pouvez prédire des choses avec ces données, ce qui est super précieux pour pouvoir prédire bien avant même que vous n'ayez un symptôme. Ne serait-ce pas cool? Donc, cela se passe très bien. Je veux dire, disons par exemple que vous êtes fatigué en ce moment, n'est-ce pas? Vous pouvez boire une boisson énergisante, mais il existe une centaine de raisons différentes expliquant votre fatigue. Nous pouvons découvrir la véritable raison de votre fatigue grâce à ce test en identifiant la cause spécifique. Ou non, ce n'est pas pour cela que vous êtes fatigué. Je vais vous dire ceci, et c'est vraiment très important. La pire chose que vous pourriez faire à un patient est de lui donner le mauvais diagnostic. C'est comme dire à votre femme quel est son problème. Ça ne marche pas et vous risquez de tout gâcher. Comme vous ne voulez jamais dire que vous savez que votre problème est quelque chose que vous savez, ne faites jamais cela. Donc avec un patient, vous devez être très prudent pour ne pas leur donner la mauvaise chose, car ils vont empirer juste à cause de cela. Le standard d'or pour ce test est difficile à déterminer, car c'est la première fois que j'en entends parler. Avec mon passé sportif et mon intérêt pour la santé et le bien-être, je suis probablement plus au courant de cette communauté que la personne moyenne, comme la famille que vous avez aidé à acheter de la nourriture à l'épicerie. Je n'ai jamais entendu parler de ces tests. Où peut-on aller pour en obtenir un si on veut vraiment explorer? Est-ce viable pour le public? Cela va-t-il leur coûter 20 000 $? Est-ce quelque chose qu'ils vont voir, leur médecin local? Où vont-ils? C'est très, très nouveau. Même si cela existe depuis longtemps, le problème avec ces tests, c'est qu'il faut comprendre la biochimie. C'est donc un peu comme beaucoup de médecins, même à l'école. J'ai moi-même fait une prépa médecine. Nous avons tout simplement mémorisé la biochimie et nous avons réussi. On ne le comprend qu'après avoir obtenu notre diplôme, avoir eu le temps de jouer avec et de l'apprendre. Il y a donc une petite courbe d'apprentissage, n'est-ce pas, en biochimie, parce que vous devez être capable de comprendre cela. Vous ne pouvez pas simplement lire ceci. Il n'y a donc pas beaucoup de cliniques là-bas. Il y en a une vraiment bonne qui est en Grèce. Ils vérifient les gens à distance. Celui-ci est vraiment bon parce qu'ils ont, vous savez, ils ont fait 60 000 personnes jusqu'à présent. Donc, leur base de données, ils ont les bons normaux pour comparer les choses. Et donc, ce serait ce que je suis, j'ai contacté ce groupe et j'ai dit, écoutez, laissez-moi traduire le cours en anglais pour vous afin que nous puissions l'amener en Amérique et commencer à faire apprendre aux médecins et obtenir ces informations parce que je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui voudraient connaître ces données. Donc, bien sûr, je les aide à faire le cours dessus pour que plus de médecins puissent être formés. Donc, cela arrivera sous peu. En attendant, il y a cette équipe de 9 médecins. Ils le font mondialement en ce moment, notamment en Grèce et à Rome, où ils sont situés. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais l'année dernière, il y avait, je pense, 81 000 différentes études de recherche sur ce sujet. Donc, c'est définitivement en train de monter et là, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dedans, ils en parlent. C'est appelé nutrition personnalisée. Mais en ce moment, je ne recommanderais pas beaucoup de différentes cliniques parce que vous devez avoir de l'expérience et c'est comme, d'accord, vous voyez le test. Mais maintenant, comment vous le reliez à l'alimentation de la personne? Et c'est pourquoi j'aime ce médecin en Grèce. Je sens que vous savez, j'ai fait aller mes parents là-bas, moi-même, ma famille, donc je l'aime. Mais et personnellement, juste, vous savez, je fais des vidéos YouTube, je veux tout savoir à ce sujet, donc je suis physiquement en train de prendre ce cours maintenant. Juste pas que je vais pratiquer, mais je veux tout savoir à ce sujet. Donc, et c'est un peu une courbe d'apprentissage, vous savez, parce que vous devez comprendre la chimie à un tout autre niveau pour pouvoir l'appliquer versus la mémoriser, j'allais dire. Donc, je vois des choses sur le marché. Je vois des choses comme les gens, vous donnez un peu de votre salive à quelqu'un et ils font comme votre historique de maladie via votre acide désoxyribonucléique. J'ai vu des gens faire des contrôles de la flore intestinale et ils prescrivent un régime en fonction de ce qu'ils trouvent dans votre intestin. Est-ce que l'une de ces choses, ces choses sont-elles des conneries? Ces choses, comparez-les au niveau de ce que cela ferait. Le problème avec le microbiome, c'est
Personne ne le comprend vraiment encore. C'est juste trop de données. Vous traitez avec l'acide désoxyribonucléique des microbes, n'est-ce pas? Vous traitez avec... Il existe des milliers d'espèces différentes. Comprendre cela prendra du temps. Donc, nous ne savons pas grand-chose sur le microbiome. Vous faites l'analyse et c'est comme, d'accord, nous sommes un peu en train de deviner ici. Maintenant, en ce qui concerne les tests acides désoxyribonucléiques, vous avez affaire à 20 000 à 25 000 gènes. C'est beaucoup de données. Vous ne pouvez pas vraiment. Initialement, je me suis lancé là-dedans et j'ai commencé à l'apprendre. Mais le problème est qu'il ne vous dit pas ce qui se passe en temps réel maintenant parce que c'est juste votre acide désoxyribonucléique. Cela ne signifie pas que ces gènes sont exprimés parce que vous avez l'épigénétique qui est la vie qui active ces gènes. Donc, vous allez traiter quelqu'un en fonction de ces gènes. Eh bien, il pourrait même ne pas avoir de problème avec ça. Oui, c'est une faiblesse, mais ce n'est pas si vous avez un manque d'absorption de vitamine D. Cela ne vous dit pas nécessairement que vous manquez de vitamine D. Donc, c'est bon à savoir, mais ce n'est pas le meilleur test. Et le microbiome, je trouve que c'est juste trop de données, ça va. Je ne sais pas si nous allons jamais comprendre cela parce que c'est extrêmement complexe et personne ne comprend vraiment cela encore. Donc, vous entrez également dans l'examen des protéines et des choses comme ça. Mais si vous continuez à monter l'échelle, la métabolomique sera la meilleure chose parce que cela vous dit que vous ne traitez qu'avec 3000 métabolites et vous n'avez même pas besoin de tous les connaître. Peut-être 600 d'entre eux. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez comprendre cela et vous pouvez travailler avec cela. Et vous savez, lorsque vous allez chez un médecin en médecine fonctionnelle, il pourrait même faire un test métabolomique, mais ensuite il passe à un test hormonal et ensuite il passe d'ici à votre test génétique. Il est préférable de se concentrer sur une chose à la fois et de l'améliorer progressivement. Le problème avec le test sanguin, c'est qu'il ne vous donne que la pointe de l'iceberg, le symptôme. Il ne vous dit pas, comme même si vous prenez du magnésium ou du potassium. En regardant le sang, 99% de celui-ci se trouve à l'intérieur des cellules. C'est donc un peu inutile. Il est acceptable de tester le sang, mais nous voulons aller plus loin dans la chimie. Et c'est juste une prise de conscience que cette présentation vise à augmenter et à mettre sur le radar, car je ne pense pas que beaucoup de gens sachent même qu'il existait un test comme celui-ci, mais il y en a un. Incroyable. Je suis super curieux parce que parmi tous les différents sujets, je veux dire, vous avez fait des vidéos YouTube sur tous et deux des sujets ou deux des compléments sur lesquels vous vous êtes plus récemment concentré sont la niacine et les omégas. Et je suis curieux, comme je veux peut-être juste parler de ceux-ci en plus de détails sur ce que vous en pensez. Et je pense que les gens ont probablement entendu parler des omégas, peut-être entendu parler de la niacine, mais pourquoi sont-ce les deux choses qui sont en quelque sorte en haut de votre esprit en termes de toutes les différentes choses? Vous savez, toutes les différentes choses que vous pourriez prendre ou sur lesquelles vous pourriez vous concentrer qui impactent votre santé. Comme vous plongez dans les mitochondries. Et il y a quelque chose appelé le cycle de Krebs, qui est une série d'étapes dans cette mitochondrie qui génère de l'énergie. Il y a une chose là-dedans qui est un gros porteur qui aide essentiellement à fabriquer la batterie adénosine triphosphate. Il aide à extraire les électrons et aide à faire avancer les choses. Et ça s'appelle nicotinamide adénine dinucléotide. Et peut-être avez-vous entendu parler de OMNAD comme un complément OM ou NAD. Et il y a différentes versions de celui-ci, bien cette molécule particulière est le précurseur de cela est la vitamine B3 niacine. Et il y a une énorme quantité de recherche sur la niacine pour le cholestérol, mais il y a beaucoup plus qu'elle peut faire en plus grande quantité parce qu'elle nourrit ce nicotinamide adénine dinucléotide dans les mitochondries. Alors, vous pouvez en fait améliorer les mitochondries de presque tout le monde en leur donnant des doses plus élevées de vitamine B3 sous forme de niacine. Vous allez ressentir beaucoup plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux. C'est assez intéressant. En regardant cela, je me disais que pour beaucoup de raisons différentes, principalement pour réparer, pour aider les mitochondries à mieux fonctionner, la niacine est une évidence.
mais vous ne voulez pas nécessairement la prendre en petite quantité recommandations nutritionnelles quotidiennes qui sont dépassées depuis 100 ans. Et ils ne sont là que pour prévenir les maladies en tant que prévention. Comme il y avait un... Avez-vous déjà entendu parler de la pellagra? Pellagra, non. J'allais vous poser une question sur le nicotinamide adénine dinucléotide très brièvement, mais parlez-moi d'abord de la pellagra, car j'ai entendu dire que le nicotinamide adénine dinucléotide est un complément très à la mode, mais commencez par la pellagra. Désolé. En résumé, vous appréciez certaines carences en vitamines. Le scorbut serait une carence en vitamine C. Vous avez le rachitisme qui est une carence en vitamine D, B, le beriberi et B1, mais ensuite vous avez la pellagra qui est une carence en vitamine B3. Et cela s'est produit au début des années 1900 où c'était épidémique. Je veux dire, les gens devenaient sérieusement, terriblement malades. Inflammation, cela ressemblait à la lèpre sur leur peau. Cela était appelé les cas d'édermatie, qui était la chose sur la peau, démence, diarrhée et mort. D'accord, je veux dire, c'était vraiment grave, et tout cela à cause d'une carence en vitamine B3. Maintenant, comment devient-on déficient en vitamine D3? En mangeant du maïs raffiné et de la malbouffe et des aliments ultra transformés. Donc, ce que je pense vraiment qui se passe, c'est que nous obtenons un sous-clinique, Beaucoup de gens ont une pellagra sous-clinique, une démence, ils ont beaucoup de problèmes digestifs, des problèmes neurologiques, des choses comme ça. Et si vous regardez la fortification des aliments, vous savez, chaque fois que vous mangez quelque chose avec du blé, ils le fortifient, ils l'enrichissent avec des vitamines synthétiques, mais ils ne le font pas réellement, je n'ai jamais vu, ils ajoutent de la B3. C'était intéressant pour moi, donc de toute façon, je l'ai recommandé dans certaines de mes vidéos et je reçois des retours. Je suis impressionné, les gens sont vraiment ainsi, j'apprécie vraiment, mais il en faudrait davantage. Et donc maintenant, bien sûr, parce que je vois beaucoup de résultats, je plonge vraiment en profondeur dans ce sujet, parce que quand vous trouvez quelque chose qui fonctionne, orthomoléculaire médecine, ils utilisent des doses plus élevées. Ce groupe médical utilise des doses élevées de vitamines comme la vitamine C et la niacine pour créer des effets vraiment impressionnants. Donc, je trouve des avantages fascinants, intéressants, même surtout comme la niacine est similaire à la nicotine aussi. Pour aider quelqu'un à arrêter de fumer et à vaincre son addiction à la nicotine, il suffit de lui donner de la niacine. Cela fera disparaître les envies. Mais vous devez utiliser de grandes quantités. De plus, c'est excellent pour le trouble déficitaire de l'attention H. Sous cette forme, vous voudriez les obtenir en niacinamide, une version légèrement différente. Mais en tout cas, c'est pourquoi je me suis récemment intéressé à la niacine. Beaucoup de vidéos à ce sujet, simplement pour faire suite à la dernière chose que je viens de mentionner, parce que NAD, j'ai vu sous forme de pilule orale, j'ai vu des gens prendre du NAD par voie intraveineuse, mais est-ce un coup marketing? Est-ce que juste bien devriez-vous être? Non, je veux dire le point est, devriez-vous prendre de la niacine, le précurseur du NAD, ou devriez-vous prendre du NAD directement? Voici la chose, vous pourriez prendre le nicotinamide adénine dinucléotide ou simplement de la niacine, beaucoup moins cher. Prenez-en plus, ça fera la même chose. Et donc, le nicotinamide adénine dinucléotide a été recommandé pour la longévité, d'accord? Parce qu'il vous aide à vivre plus longtemps. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'il aide vos mitochondries. Et la plupart des maladies sont liées aux mitochondries. Donc, vous allez créer des effets intéressants et cool. Donc, le nicotinamide adénine dinucléotide est un transporteur d'électrons. Il transporte ces électrons. C'est comme... il transporte la charge de la batterie. Donc, vous pourriez en fait avoir cette réserve d'énergie, mais il y en a aussi une autre dont personne ne parle, appelée flavine adénine dinucléotide. Vous ne trouvez même pas de supplément à ce sujet, mais la question est de savoir ce qui le construit. C'est la vitamine B2, pas B3, et donc à quoi cela sert-il? Eh bien, c'est vraiment bon pour les tremblements, les problèmes neurologiques, la sclérose en plaques, les migraines, les cataractes, anti-cancer. Donc, de toute façon, comme je fais des plongées profondes dans ces choses, j'ai trouvé que je pose des questions, j'apprends toutes ces données et recherches intéressantes que vous devez un peu comme où j'ai trouvé cela. Je l'ai trouvé dans des brevets par un neurologue. Je suis choqué d'apprendre qu'ils avaient toutes ces données sur moi. Pourquoi ce genre n'est-il pas plus largement promu?
Et puis, vous savez, vous devez comprendre la chimie de base pour pouvoir la corréler et la comprendre. J'aime assembler différentes pièces de puzzle et faire des vidéos sur le sujet. Je vais donc faire une vidéo sur les tremblements, la maladie de Parkinson, mais toute personne qui a des tremblements ou la maladie de Parkinson doit prendre de fortes doses de vitamine B2. Pas B3. C'est presque comme si tout pouvait être résolu si vous connaissez le bon mécanisme ou le bon complément. C'est juste que nous ne nous concentrons pas sur cela. Comme vous l'avez dit, nous nous concentrons sur la maladie et quels médicaments prescrire plutôt que sur la vraie santé. Et il semble que beaucoup de choses que les gens ont des problèmes, c'est juste une question de savoir quelle est vraiment cette carence. Oui, vous savez, juste pour revenir, parce que vous parliez des mitochondries, avez-vous entendu parler de la coenzyme Q10? Oui, c'est un autre que les gens prennent pour différentes choses. C'est un autre qui fonctionne dans cette mitochondrie, qui aide aussi à faire cette chose de batterie qui vous aide à obtenir de l'énergie. Une des choses à propos de la coenzyme Q10, vous devez, quand vous prenez une statine, qui est un médicament bloquant le cholestérol, il épuise votre coenzyme Q10 et vous obtenez toutes ces maladies musculaires et symptômes à partir de cela donc, mais vous obtenez aussi des choses neurologiques aussi. Donc, de fortes doses de coenzyme Q10 font des miracles pour des choses comme des tremblements et des problèmes neurologiques et musculaires aussi, mais le point est de que regardez combien de personnes prennent des statines en ce moment et ont peur de ce cholestérol. Le cholestérol est l'un des tissus les plus importants dont on a besoin pour le cholestérol. Ce sont vos membranes cellulaires. Je veux dire, chaque cellule a une membrane, c'est la partie extérieure, et donc vous commencez à diminuer votre cholestérol et vous souffrez de nombreux problèmes dans votre cerveau et le système nerveux et la fonction cognitive et l'humeur. Donc, encore une fois, c'est comme si on prenait certains de ces mythes sur la santé et qu'on éduquait les gens à ce sujet parce que, malheureusement, certaines de ces écoles de médecine ne vous donnent que 8 heures de formation en nutrition. 8 heures. Ce n'est pas tout à fait suffisant. C'est ce qu'un médecin moyen, comme un doctorat moyen, traverserait avant qu'il... Dans certaines écoles de médecine, les études durent 8 heures par jour. C'est impressionnant. Ce n'est rien. C'est absolument rien. D'accord. L'autre chose dont vous parlez assez souvent, vous parlez d'oméga 6. Et je pense que c'est aussi trouvé dans les huiles de graines, mais les omégas sont généralement considérés comme étant sains, comme je mets entre guillemets sains, n'est-ce pas? Alors, quel est le risque ou l'impact de peut-être prendre trop d'oméga? Est-ce quelque chose qui est bon pour vous, mauvais pour vous? Quelle est votre opinion à ce sujet? Donc, ça... est vrai que nous avons besoin, ces omégas sont des acides gras essentiels. Ce sont des acides gras essentiels. Cela signifie que notre corps ne les fabrique pas, donc nous en avons besoin, n'est-ce pas? Mais nous n'avons certainement pas besoin, nous n'avons presque pas besoin. Eh bien, 25 à 30% de toutes nos calories proviennent des huiles de graines. Nous n'avons pas besoin de autant, c'est beaucoup trop. Donc, lorsque nous en faisons trop, cela concurrence les oméga 3 dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus de cela et surtout nos cerveaux, dans nos cœurs et nos membranes cellulaires. Nous sommes donc très déséquilibrés à cet égard et nous avons donc beaucoup de problèmes inflammatoires et aussi la qualité de ces huiles de graines est très très faible. Et donc, certaines entreprises alimentaires utilisent quelques études qui montrent que les huiles oméga 6 abaissent le cholestérol. Et ensuite, ils supposent que cela va améliorer votre cœur. Mais en réalité, cela ne fait qu'aggraver les choses. Mais ils s'accrochent à ces études, disant qu'ils vont les utiliser. Je veux dire, prenez par exemple comme les grains dans les avoines, comme les Cheerios. Est-ce des Cheerios? Oui, des Cheerios. Oui, si vous regardez l'étiquette, bon pour le cœur, vous vous en sortez avec ça. C'est fou. C'est parce qu'il se base sur ces études qui montrent qu'il diminue le cholestérol. Mais ce que j'aimerais faire, en fait, je pourrais le faire moi-même. Je vais être le cobaye humain. Je vais consommer cette nourriture, je vais faire mes profils sanguins, je vais tout tester et voir si cela rend vraiment mon cœur sain. À partir des tests métabolomiques, je peux garantir que ce ne sera pas le cas.
Mais ouais, donc, ou que diriez-vous de regarder les huiles de graines? Il dit huile de graines bonne pour le cœur, vraiment? Ces graisses insaturées sont si instables, comment pouvez-vous même les conserver? Dans une bouteille transparente sur l'étagère pendant une période sans devenir rance. Alors, c'est une de ces choses où les graisses trans, les gens vont dire « Waouh, nous avons fait une erreur pendant 80 ans. Ouais, combien de temps la margarine était-elle sur le... » C'était comme pour « Oh mon Dieu, presque 100 ans margarine. » Vraiment. Je veux dire, comment ont-ils réussi à s'en sortir la même chose? Ils continuent à le faire. Et donc, malheureusement, beaucoup de gens doivent mourir avant que nous découvrions que c'est mauvais pour vous. Mais il y a un mouvement chez les personnes qui essaient de se concentrer sur leur santé et leur bien-être. Je pense surtout après le COVID. Je pense que les gens en sont très conscients. Donc, je n'ai jamais vu une telle concentration sur... Les gens essayent au moins d'apprendre ce qu'ils devraient mettre dans leur corps et comment ils devraient traiter leur corps et ce qu'ils devraient manger et ils veulent faire plus d'exercice. Et ils essaient, vous savez, maintenant plonger dans le froid et sauna à lumière rouge et ils changent de régime toutes les 2 secondes. Mais peu importe, le point est que c'est comme un voyage d'apprentissage qui est mieux que l'ignorance. Et en parallèle avec cela, il y a beaucoup de campagnes en cours pour inciter les gens à manger des protéines propres et à arrêter de manger de la viande parce qu'ils considèrent que la viande rouge est toxique et ils mélangent là ce qui est nuisible pour l'environnement. Donc nous devons arrêter de manger de la viande parce qu'elle cause le cancer. C'est vraiment très malsain en fait. Ils ont même fait de la viande rouge et de la viande transformée un carcinogène. Donc vraiment, oui, mais en réalité, je ne sais pas quel autre aliment pourrait vous guérir autant que cette viande rouge. Je veux dire, c'est super guérisseur. Donc, en tout cas, c'est un peu comme, je pense que ce qui se passe, c'est que beaucoup de bonnes choses finissent par être inversées. Les choses qui sont vraiment bonnes deviennent comme les choses qui sont vraiment mauvaises. Les recommandations qu'ils font sont en réalité les pires possibles. Donc, beaucoup de mon matériel dans mes vidéos, je l'obtiens simplement en passant par ce qui est recommandé dans le courant dominant. D'accord? Bien. Je dois maintenant aller dans la direction opposée et je sais que j'aurai totalement raison. À chaque fois, c'est tellement mauvais. Si vous y pensez, c'est tellement mauvais. Donc, comme la pyramide alimentaire, tout cela est tellement mauvais. Eh bien, vous avez écrit un livre sur le keto, non? Je pense que le plan keto sain. Oui, donc je veux dire que vous savez que le genre, et je ne sais même pas si vous recommanderiez que tout le monde fasse du keto pur ou une certaine itération de celui-ci. Je veux dire, pour moi, c'est comme un 180 en termes de comment vous vous sentez. Comme, oui, peut-être le week-end, je ne m'en soucierai pas autant, mais je peux vous garantir que je me sens comme une ordure absolue comparée à quand je mange comme un régime keto strict. Mais c'est juste, je veux dire, je pense que si les gens écoutaient plus leur propre corps, je pense que ce serait aussi intelligent. Mais que pouvez-vous faire? Quel est le plus grand? Je veux dire, il y en aura tellement. Alors choisissez-en un qui est juste amusant. L'idée de santé la plus acceptée par le grand public, qui est probablement la plus dommageable. Je pense que le plus grand est il n'y a pas de mauvais aliments. Comme si cela correspond à vos macros où il n'y a pas de mauvais aliments tant que vous mangez avec modération, vous allez bien. Vous ne pouvez pas honte de la nourriture parce que, vous savez, c'est de la discrimination. Et c'est diffusé par l'industrie de la malbouffe. Et c'est pourquoi ils embauchent même des diététiciens pour, même si vous allez à leur convention, vous verrez ce grand toboggan des Cheerios dans cette piscine de Cheerios. Je veux dire, donc ils diffusent et il n'y a pas de honte à manger. Et puis c'est bien d'être gros. Tu sais, c'est bien d'être en mauvaise santé, ne discrimine pas encore, je suis le genre de quoi tu parles, tu sais. Tu vas au magasin comme nous sommes allés à Walmart pour trouver de la nourriture pour cette famille et j'ai montré l'allée des formules pour nourrissons et j'ai dit allez-y et lisez les ingrédients. C'est exactement tous les aliments transformés sur stéroïdes. Donc tu commences ces enfants jeunes et ensuite tu les transformes en un distributeur automatique pour les grandes entreprises pharmaceutiques pour cibler les jeunes
mettez-les sous médication, Ritalin, et ensuite, mais je pense que les choses changent. Et je pense, tu sais, grâce aux médias sociaux, vous pouvez contourner les podcasts, beaucoup de choses. Les choses peuvent devenir virales parce que ça fonctionne. Mais bien sûr, il y a aussi l'Ozempic qui devient viral en ce moment. Et même l'Académie américaine de pédiatrie le recommande pour les enfants. Donc, tu sais, c'est juste une de ces choses où je pense que la clé va être d'éduquer les gens et ensuite de les faire agir. Comme toi, tu te sens mieux. Il sera donc très difficile de te faire changer d'avis sur ces aliments et de te ramener au malsain. Je ne pense pas que cela va se produire car tu as la connaissance et tu ne peux pas revenir en arrière. Il sera très difficile de te faire changer d'avis. Le seul problème avec Internet et les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez aussi avoir de mauvaises idées qui se propagent très rapidement. Et je suis sûr qu'en tant qu'expert et médecin dans ce domaine, certaines des conneries que tu vois sur les réseaux sociaux doivent te faire te demander ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à la société, parce que je vois beaucoup de conseils de santé assez sauvages, donc c'est aussi comme si les gens devaient s'exposer. Et oui, les bonnes idées peuvent devenir virales, mais je pense aussi que les gens doivent être des penseurs critiques. Quoi qu'il arrive, tu dois être un penseur critique pour être la meilleure version de toi-même. Et cela inclut les personnes à qui tu écoutes et les informations que tu étudies et auxquelles tu t'exposes. Je pense que tu dois aussi être très critique et je pense que c'est aussi toujours été un gros problème dans le domaine de la santé et du bien-être. Il semble juste qu'il y ait toujours tant d'opinions et tout le monde, ils sont comme des zélotes de leur propre opinion et aucune autre opinion ne peut jamais être correcte ou juste. Ce n'est probablement pas bon pour le profane qui essaie de comprendre ce que je fais la semaine prochaine, ne sachant pas qui écouter. J'apprécie les études et recherches que vous faites. Il est important de montrer aux gens comment vous arrivez à vos conclusions, contrairement à ceux qui énoncent simplement des faits sans fondement. Oui, eh bien, si vous regardez combien une opinion est précieuse, vous savez combien votre opinion ou mon opinion ou l'opinion de quelqu'un d'autre est précieuse, je pense que la valeur est basée sur la façon dont cette opinion a été évaluée. Par exemple, j'ai 28 millions d'abonnés et tous mes canaux et j'obtiens environ 200 millions de vues par mois, d'accord? Et l'une des choses que je sache que je fais, que d'autres influenceurs ne font pas dans une vidéo, est que je vais prendre un sujet et je ne vais pas simplement donner mon opinion, je vais l'évaluer à fond sous tous les angles différents. Et je parle de l'inspecter à l'envers, des deux points de vue afin que nous puissions jouer avec et le regarder. Et parce que, par exemple, il y a des médecins que j'ai interviewés qui ne sont pas d'accord avec moi et ils disent, bien, les gens ne sont pas déficients, vous pouvez obtenir tous vos nutriments de la nourriture, nous n'avons pas vraiment besoin d'utiliser des suppléments et je dis que c'est votre opinion, mais vous ne l'avez pas évalué parce que je te le dis tout de suite, c'est qu'il y a comme des dizaines de milliers d'études de recherche que vous n'avez pas examinées. Donc, il tire essentiellement cette conclusion sans vraiment inspecter et regarder. Et donc, ce que je fais avec mes vidéos, c'est que je fais une vidéo récemment sur pourquoi y a-t-il si peu de personnes en surpoids au Colorado? C'est étrange. J'ai donc examiné des données intéressantes sur ce qui est unique à ce sujet. Aussi, quels sont les États qui ont le plus d'obésité et ce qui est corrélé à cela. Et puis j'ai aussi évoqué les variables sauvages, les paradoxes qui sont comme étranges. J'ai trouvé quelque chose qui était en corrélation avec cela. Et évidemment, la vérité va être plus en corrélation avec les choses qui satisfont la plupart de ces arguments ou qui expliquent ces exceptions à la règle qui vont être bien plus précieuses que quelqu'un qui donne simplement son opinion parce qu'il est un expert ou qu'il a un diplôme. Est-ce que cela a du sens? Oui, ça a du sens. Un sens parfait, donc oui. Et c'est pourquoi je pense que c'est ce que plus de vidéos devraient faire plutôt que de simplement donner leur opinion. C'est comme, d'accord, pourquoi? Parce que vous avez un diplôme comme ça. D'abord, vous obtenez vos informations de l'université de SUNY qui cela ne vous dit rien.
Alors dites-moi pourquoi vous pensez cela et montrez-moi les données, montrez-moi les deux côtés. Quelqu'un comme les gens sont contre les mangeurs de viande ou même le régime cétogène, ça va vous tuer. Mais comment expliquez-vous toutes les personnes qui ont bénéficié du régime cétogène? J'ai des milliers d'histoires de réussite. Expliquez ça. Oh, je ne veux pas parler de ça. Si tu le souhaites. Tout d'abord, je veux juste te donner cette chance de dire au public, tu sais, à quoi s'attendre avec ce que tu fais dans le futur. Je veux dire, évidemment, tu vas continuer à sortir des vidéos, parler de vos futurs projets de livres pour que vos lecteurs sachent à quoi s'attendre. Une chose qui m'intéresse beaucoup parce que nous parlons de nourriture et de soutenir l'agriculteur local. Donc, je vis dans une ferme et j'ai des animaux. J'apprends l'agriculture. Je passe la moitié de la journée à cultiver et à réparer des clôtures et à apprendre ces choses et aussi à nourrir les animaux avec certains aliments uniques, puis à envoyer cette viande au laboratoire pour voir quel est le profil nutritionnel. C'est donc le domaine de recherche qui m'intéresse vraiment. C'est juste de trouver un moyen de cultiver des aliments plus sains en utilisant des aliments qui ne coûtent pas tant d'argent pour nourrir ces animaux, parce que je vais vous donner un exemple. Comme les cochons que j'ai, vous savez combien ça coûte. Je veux dire, c'est 25 000 $ un cochon. Je suis genre, tout d'abord, c'est fou. Deuxièmement, ce sera inabordable pour tous. Comment trouver une alternative? Je veux dire, comment un agriculteur peut-il réellement obtenir de l'aide pour pouvoir produire de la nourriture de haute qualité? Je suis du genre à me dire, waouh, c'est dur, c'est un problème complexe, tout un domaine de recherche. Aussi, j'ai une serre. Nous construisons une serre de 385 mètres carrés en Virginie de l'Ouest. Et je cultive de la laitue, non pas dans de l'eau hydroponique de mauvaise qualité, mais dans 15 cm de sol non stérilisé. Donc je voulais le faire parce que j'aime bien la salade en tant que partie de cela. Et donc, je ne peux pas trouver de bonne salade. Je veux dire, je peux avec mon propre jardin, donc nous essayons d'expérimenter à ce sujet, et c'est juste une chose à part pour comprendre cela. C'est une sorte de projet de R&D. Nous aurons des vidéos et enseignerons aux gens à ce sujet et apprendront par l'expérimentation. C'est donc un autre projet que je fais en parallèle. J'adore ça. Donc, si les gens veulent se connecter, je veux dire, ils vous ont probablement sur YouTube, Dr. Eric Berg. Tous les réseaux sociaux sont Dr. Eric Berg, site web. Ils peuvent voir tous sur quoi vous travaillez, si vous le souhaitez. Les deux dernières choses que je veux tirer de vous, juste une dernière sorte de message, appel à l'action, mot d'avertissement, conseil, un peu de perspicacité pour le public. Qu'est-ce que ce serait? Juste un dernier message que vous voulez laisser au public alors qu'ils entament leur propre parcours de santé après avoir écouté l'émission? Je pense qu'il y a toujours la solution est là-bas. Et c'est généralement même dans la littérature, c'est dans la recherche, il suffit de la trouver. Donc, je passerai énormément de temps à essayer de trouver. Vous ne pouvez pas le trouver sur les 20 à 30 à 50 premières pages de Google. D'accord, ce ne sera pas là, ce ne sera pas sur YouTube. Vous devez creuser profondément. Il faut simplement supposer que la réponse est là-bas. C'est le plus important. Je le fais toujours. Ensuite, vous devez trouver ce petit morceau d'or ou la solution. Et puis, vous savez, pour résoudre vos problèmes de santé, vous devez supposer qu'il est là-bas et le trouver, mais ne pas chercher dans les espaces habituels car il a été censuré. C'est pourquoi j'étudie les brevets, beaucoup de manuels scolaires plus anciens pour trouver certaines informations et ensuite le résumer et le mettre là-bas. Donc, je pourrais avoir la vidéo que vous voulez ou vous savez peut-être que vous faites simplement vos propres recherches et le découvrez. Donc, je suppose que ce serait la réponse à votre question. J'adore ça. Si vous alliez vous savez, cela peut être d'un point de vue santé et bien-être, ou cela pourrait être comme un vous savez, une vie bien vécue et des leçons apprises. Perspective, si vous alliez regarder en arrière et dire à votre vingtaine une chose, quelle serait cette chose? Wow, c'est une très bonne question. Je pense que bien sûr, si je devais la faire ou si je savais ce que je savais à l'époque, ou plutôt ce que je sais maintenant de cette période, si je savais à l'époque ce que je sais maintenant, oh mon Dieu, ce serait un court-circuit.
Mais je pense vraiment c'était bien de traverser beaucoup de stress et d'échecs et de blessures et de maladies et de faire le mauvais régime pour me forcer à, si je n'avais jamais eu de problème de santé, d'accord, et que je n'avais jamais stressé, je ne ferais pas cela parce que j'ai en quelque sorte grandi hors de l'école des coups durs, du stress, de la douleur, des blessures, des échecs, des années de souffrance, et juste essayer de comprendre. Et puis cela m'a forcé à chercher ailleurs et à trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, tu sais. Mais si tout allait bien, je ne me serais probablement même jamais intéressé à la santé. J'étais terrible. J'étais le pire accro à la malbouffe de la planète. Et j'avais à peu près tous les problèmes de santé possibles. Je pense que c'est d'une part ce qui m'a poussé à me diriger vers ce domaine et maintenant j'aide beaucoup de gens, donc c'est amusant d'aider les gens et je pense que c'est comme une thérapie. Je pense que aider les gens est comme ma thérapie, donc